Bonjour, bienvenue dans le podcast des harmonistes consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault et vous savez que nous adorons présenter et mettre en valeur de belles cultures d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance car j'ai le plaisir d'interviewer Emery Jacquilla qui est le dirigeant de la Camif. Alors la Camif est une marque qui a une forte notoriété, créée en 1947. C'était à l'origine une coopérative des instituteurs de France vendant du linge et du mobilier de maison. Et l'entreprise a déposé malheureusement le bilan en 2008. Et Emery va nous raconter comment il a relancé cette très belle marque. Bonjour Emery. Bonjour Patrick. Alors, c'est toujours dramatique de voir une entreprise déposer le bilan. Qu'est-ce qui t'a donné envie de relancer cette marque et comment cela s'est passé? Bon, moi, je suis un entrepreneur, hein. J'avais démarré ma boîte à 23 ans. J'ai commencé à vendre de la literie sur Internet avant que Google n'existe même. Et le challenge pour moi de redresser, relancer une marque, surtout quand elle a des valeurs fortes et qu'elle bénéficie d'un attachement incroyable de ses clients qui étaient, comme tu l'as rappelé, des instituteurs, ça m'a beaucoup plu. Et j'étais aussi assez persuadé qu'à la fois pour réussir sur Internet, il fallait une marque forte et un positionnement différenciant parce que on voyait déjà dès 2008 poindre l'arrivée des grandes marketplaces, etc. Et il fallait quelque chose de différenciant. Et puis en même temps, j'étais convaincu qu'il y avait aussi une place pour une alternative à la grande distribution qui a depuis des années été toujours chercher plus loin, moins cher. Et je pensais qu'avec la marque Camif et cette entreprise, on pouvait en faire quelque chose de très moderne en fait. Alors ça m'a beaucoup excité et j'ai convaincu ma femme de quitter Paris pour aller nous installer à New York, qui est le berceau historique de la Camif. Je remercie donc toujours ma femme parce qu'elle a été un soutien déterminant dans le succès de l'aventure. Et puis que le succès d'un entrepreneur, c'est pas un succès solitaire, c'est un succès d'équipe. Et ça commence par la famille. Voilà. Donc ma première difficulté, c'est quand tu arrives dans un contexte qui est de crise. Hein. On était en 2008, la chute de Lehman Brothers, entraînée par la chute de la Camif dans la foulée d'ailleurs, hein, crise mondiale, crise financière mondiale. Et c'est pas évident de convaincre tous ceux qui ont souffert un peu de la chute de la Camif et les financiers de faire confiance à nouveau. Et c'est là où, en fait, dans l'approche, j'ai vite compris que si on voulait avoir une chance de réussir, il fallait qu'on mette un modèle d'impact positif au cœur de notre projet. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait un impact positif pour le territoire, pour y recréer un maximum d'emplois, mais aussi pour tout l'écosystème, les fournisseurs, les anciens salariés, les clients, etc., pour que la relance de la Camif soit une bonne nouvelle. Alors, c'est ça qui nous a conduit à faire ce choix de déménager à Niort, d'y installer mon siège social avec Matelsom, ma société, pour relancer la Camif dans son berceau historique, de recruter des anciens de la Camif, d'ouvrir un centre de relations clients à Niort, ce qui était tout à fait contre la tendance. En 2008, on les ouvrait plutôt assez loin, les centres de relations clients. Tout ça pour maximiser les emplois. On a ouvert un centre logistique, on a mis une formation e-commerce en place. Et ça nous a permis d'avoir un soutien très important au niveau local et notamment le soutien de la région, de la communauté d'Aglo de Niort, qui nous a permis de garantir notamment tous les prêts, parce qu'on avait quand même besoin d'argent pour financer la relance. Et dans ce contexte de crise financière, c'était mission impossible de trouver des fonds. Et grâce au soutien de la région, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires, on a réussi à convaincre les financiers de nous accompagner dans cette aventure. Et en fait, donc, ce modèle d'impact, il a été la clé pour nous pour réengager les parties prenantes de la Camif. Pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise notre acronyme, celui de la Camif, le C, nos clients, le A, nos actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc notamment son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise. Et là, on a fait un énorme travail aussi de changement de culture d'entreprise avec les collaborateurs. Et le F, les fournisseurs. Et toute l'idée, c'était comment le projet de relance peut être positif pour toutes ces parties prenantes, comment il peut être perçu positivement. Et là, c'est pareil, pour réembarquer et réengager les fabricants français, on a fait ce choix d'une proposition de valeur très différenciante en misant dans l'équipement de la maison sur Internet sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. À l'époque, en 2008, personne ne parlait encore du Made in France. On n'avait pas eu la chance d'avoir le ministre qui portait la marinière encore à l'époque. C'était même ringard, le Made in France, il faut le dire. Il n'y avait pas encore le slip français ou 1083, toutes ces petites marques qui ont poussé après.
Et pour nous, ça a été la façon de réengager les fabricants quand on leur a dit on va miser sur vos savoir-faire, sur vos métiers, on va valoriser ça sur le site internet. Alors soudainement, ils ont compris que notre modèle serait radicalement différent de celui des grands distributeurs qui leur ont mis la pression pendant des années pour finalement aller acheter moins cher ailleurs et toujours plus loin. On a pris ce parti pris inverse parce que cette marque le permettait, parce que ça correspondait et c'était en adéquation avec moi, mais à la fois mes valeurs et ma vision d'un modèle nouveau et qu'il y avait une place pour ça. Donc ce choix de la qualité du français du durable, il s'est traduit très vite par quelques innovations sur le site. Une des premières, ça a été de redonner le pouvoir aux consommateurs, aux internautes, de choisir en fonction de critères géographiques, sociaux et environnementaux. Donc on peut rechercher sur le site de la CAMIF un lit, une table, une chaise, un canapé, en fonction du pays, de la région, du département de fabrication, et aussi sur des critères sociaux ou environnementaux. Bon, voilà, ça c'est une façon de remettre, et c'est un des clés de notre engagement, la consommation responsable, de remettre la clé de cette consommation responsable aux consommateurs et de jouer la carte de la fabrication locale parce qu'on est convaincu que ce modèle, il est très vertueux au fond. Ouais, donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir choisir sur le site à la fois la distance par rapport à son domicile de la fabrication, d'avoir la liste aussi de la composition exacte. Je crois qu'il y a aussi même la transparence sur comment la valeur ajoutée, comment est décomposé le coût. Donc c'est assez remarquable. Et je note aussi effectivement cette capacité à avoir aligné toutes les parties prenantes dans ce nouveau projet. Et je crois qu'ensuite, en 2013, il y a eu une étape importante puisque tu as fait rentrer un fonds d'investissement à impact à ton capital qui t'a encouragé à aller encore un degré plus loin, notamment à travailler sur la mission de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, effectivement, dans les premières, enfin, dans les étapes importantes, il y a eu la relance en 2009 et puis à partir de 2013 où on avait un peu remis sur pied une culture d'entreprise, un modèle économique qui tenait la route et cetera, on a décidé d'accélérer sur, l'acquisition de nouveaux clients et on s'est dit, ce qui est fondamental, c'est que la Camif, bah, elle ne dépende pas que de ses clients historiques qui avaient un peu un profil d'instituteur à la retraite, mais qu'on aille chercher de nouveaux clients sur ce modèle, intéressant. Et c'est pourquoi on a cherché des fonds et on a trouvé un des tout premiers fonds d'impact en France, Citizen Capital, qui nous a permis de développer la CAMIF. Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires avec des nouveaux consommateurs qui sont plus jeunes et qui sont résolument inscrits dans cette consommation responsable, qui veulent savoir tout ce que tu disais tout à l'heure, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, combien d'emplois je soutiens quand j'achète produits, qui veulent visiter les usines, qui veulent savoir l'origine des principaux composants, etc. Et avant d'aller chercher ces nouveaux clients, il nous est apparu essentiel de répondre à une question clé, c'est à quoi on sert, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Avant d'aller chercher des clients qui ne connaissent pas la marque, il faut qu'on sache pourquoi on est là. Et on a fait une rencontre avec les gens de l'école des mines, des chercheurs qui avaient pas mal théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se résoudre à être une boîte à partager le profit, mais qu'elle a un rôle et une utilité dans la société. Ça a pas mal résonné en moi et on a décidé de faire un peu le cas d'école de l'école des mines et donc à commencer par réfléchir à notre raison d'être. Donc on a interrogé, on a pris le temps d'interroger toutes nos parties prenantes, des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires, sur au fond à quoi sert la CAMIF, pourquoi on est là, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, et inversement, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF. On pourrait par exemple recréer 20 000 emplois en France parce que voilà, juste en choisissant, en favorisant le Made France. Et donc, on a mis 2 ans et demi pour formuler les deux phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Ça paraît pas très efficace, 2 ans et demi, mais je pense que c'est une chose qui mérite qu'on y passe du temps, parce que chaque mot compte. Et on a inscrit cette mission qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, parce qu'on est convaincu au fond qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place, une économie plus circulaire, plus locale, plus inclusive. Et donc cette mission qu'on a définie de cette manière-là, on l'a inscrite dans nos statuts le 17 novembre 2017. Parallèlement à ça, on a mis aussi en place un petit groupe qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, qui est un organe de gouvernance chez nous aujourd'hui, qui est notre comité de mission.
et qui a eu pour vocation première de définir la mission, de la traduire, cette mission, en engagement, parce que l'avantage d'une raison d'être qui est claire, c'est que c'est un peu de boussole. Dans les crises, on sait pourquoi on est là et ça permet de traverser la crise. Pour les collaborateurs, ils savent pourquoi ils viennent de travailler tous les jours et puis ça résonne chez eux, ça fait sens. Donc, la raison d'être, c'est ce qui donne du sens à l'entreprise. Mais par contre, pour que ça se traduise véritablement dans le projet et que ça transforme les pratiques de l'entreprise pour les rendre plus vertueuses, plus performantes sur le plan social ou environnemental, il faut que cette raison d'être, elle soit traduite en engagement. Donc, on a pris le temps de traduire cette mission en 5 engagements qui sont très structurants pour nous aujourd'hui, parce qu'ils guident le projet de l'entreprise. Le premier, c'est d'informer, de sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable. On le faisait déjà depuis 2009 avec ce moteur de recherche responsable quelque part, où on peut rechercher par critères géographiques, socio-environnementaux, mais quand on fait une semaine après avoir inscrit notre mission dans nos statuts, le boycott du Black Friday, ça c'était en 2017, et qu'on ferme notre site le meilleur jour du e-commerce, là on envoie un signal très fort sur le fait que l'entreprise s'engage sur la consommation responsable et on informe et on sensibilise les consommateurs au fait qu'il y a des alternatives positives à la surconsommation, qu'on peut consommer moins. On n'est pas obligé d'avoir le dernier smartphone à la mode. D'ailleurs, c'est exactement le profil de nos nouveaux clients. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres, mais ils achètent 3 fois plus d'occasions, ils réparent davantage, ils font davantage de choses eux-mêmes. Ça leur libère du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter mieux et donc favoriser, quand on décide d'acheter un bon lit, un bon canapé, l'économie locale, en choisissant un fabricant près de chez eux. Ça permet également d'avoir une meilleure empreinte carbone de nos achats, puisque sur les 11 tonnes en moyenne par an et par Français d'émissions de CO2 liées à nos modes de vie, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc en relocalisant notre consommation, on peut déjà adresser presque la moitié de l'impact carbone de nos achats. Voilà. Le deuxième engagement de la CAMI, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Alors ça a été très structurant pour nous aussi parce que c'est un engagement qui est très fort, qui nous a invités à revisiter entièrement l'offre de la CAMIF et notamment de lancer un projet qui s'appelle CAMIF Édition pour faire des produits le plus circulaire possible. Donc on a fait travailler pendant 3 jours ensemble des collaborateurs, des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants, autour de nouvelles idées, nouveaux produits. Et puis ensuite, on a accompagné pendant 6 mois des équipes projets constituées de designers, de fabricants et de collaborateurs pour qu'on sorte les premières collections de Camif Édition qui sont sorties en 2018. Là, on en est cette année à la 3e édition. On va sortir 50 nouvelles collections. Et l'idée, c'est que Camif Édition soit un peu le fer de lance de cette refonte de l'offre en profondeur pour qu'on intègre davantage des principes d'éco-conception, qu'on fasse davantage attention à intégrer un maximum de composants issus du recyclage dans les produits que l'on vend ou des matériaux biosourcés qui ne consomment pas de CO2 ou le moins possible, qu'on travaille la fin de vie du produit. Voilà. Et donc ça, cet engagement-là, il crée une sorte de dynamique au sein de l'entreprise qui est très intéressante parce que ça la met en mouvement. C'est un levier de performance parce que quelque part, quand on sort des produits totalement originaux qu'on retrouve nulle part ailleurs dans aucune marketplace, ça nous permet, nous, de créer une valeur économique parce que c'est de la marge. Ça nous permet aussi de créer une valeur sociale parce que c'est des produits fabriqués localement et une valeur environnementale parce que c'est des produits éco-conçus et en plus fabriqués près de chez nous, près du consommateur. Voilà, donc ça c'est typiquement une incarnation assez juste de notre mission et de sa traduction en engagement et de la vision qu'on a qu'aujourd'hui, on peut réconcilier performance économique, performance sociale et performance environnementale et qu'on ne devrait d'ailleurs considérer la performance que à l'aune de ces 3 clés parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussiront sont celles qui sauront prouver leur utilité pour la société et ça fait partie des attentes des citoyens, ça fait partie des attentes des consommateurs, ça fait partie des attentes de nos propres collaborateurs qui veulent donner du sens et qui veulent des entreprises qui s'engagent. Et donc, ce qui est sûr, c'est que tout chef d'entreprise a aujourd'hui une sorte d'urgence à inscrire son action, inscrire son entreprise dans cette triple performance parce que c'est la voie de l'avenir, c'est la seule voie possible d'ailleurs, parce que sinon nos économies telles qu'elles ont fonctionné au XXe siècle, elle n'est juste pas soutenable, notre économie. Donc pour qu'on ait une chance de transformer et d'adresser les enjeux qu'on a devant nous collectivement, tous, qui sont des enjeux
de l'humanité, ceux de la biodiversité, ceux du climat, ceux des inégalités. On a besoin de l'entreprise. L'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société. Alors, à notre modeste échelle, on le fait à notre niveau, mais moi, j'avais été assez marqué par une étude de Carbone 4 qui montrait que si tous les Français adoptaient les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, un peu ce qu'on a fait pendant le confinement d'ailleurs, forte décroissance, on prend plus sa voiture, on prend plus l'avion, on fait attention à ce qu'on mange, etc., d'où ça vient. On ne fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés. Ce qui veut dire que les 75 autres pourcents du chemin, il doit être fait par les entreprises, par les territoires, par les collectivités. Et donc, ça nous met une pression considérable, moi je trouve, en tant que dirigeant, et ça nous oblige voilà, ça nous oblige à agir, à passer à l'action, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'entreprise a toujours été, à toutes les époques, un levier de transformation de la société. Et aujourd'hui, la transformation dont on a besoin, c'est la transformation de l'économie pour qu'elle soit soutenable. Donc, elle sera plus circulaire, elle sera plus locale, elle sera plus inclusive. C'est une nécessité absolue. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est un facteur clé d'engagement pour nos propres collaborateurs. On le voit, aujourd'hui, les gens qu'on recrute, ils viennent parce que la mission de la CAMIF leur plaît et que ça leur parle, parce que ça fait sens pour eux. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que les recrutements qu'on fait depuis 2-3 ans, c'est pas si vieux que ça, depuis 2-3 ans, une fois qu'on avait bien posé et formulé notre mission et qu'on avait pu, par des actions assez fortes et assez concrètes, illustrer que c'était pas juste du marketing, et que c'était vraiment traduit dans le projet de l'entreprise. Alors, bah, voilà, on attire ces talents qui viennent jusqu'à Niort pour s'installer avec leur famille parce qu'ils partagent les projets. Alors que ceux qui sont venus peut-être il y a 10 ans, qui avaient une culture taille grosse boîte, parce que la Calif c'était une grosse coopérative, etc. Eux, ils avaient embarqué dans le projet en 2009 parce que c'était un projet entrepreneurial et l'idée de relancer la CAMIF, ça les excitait, ils en étaient fiers. Mais c'est pas tout à fait la même raison que celles qui nous rejoignent aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'osmose qui se crée dans l'entreprise entre les anciens et puis ceux qui rejoignent depuis 2-3 ans, et que ceux qui rejoignent depuis 2-3 ans diffusent et nous permettent d'accélérer dans le bon sens, dans le sens d'une entreprise plus contributive. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce lien entre la mission, la culture d'entreprise et finalement, qu'est-ce que concrètement cela génère. Parce qu'on dit souvent, bah, les entreprises à mission, la culture d'entreprise, c'est une histoire de bisounours, entre guillemets. Et en fait, on voit là, avec l'exemple que tu donnais sur la gamification, cette capacité à créer des produits donc exclusifs, complètement originaux, cette capacité, notamment avec le boycott du Black Friday, de se différencier, d'assumer véritablement. Est-ce que finalement, ça se traduit en termes de croissance de chiffre d'affaires, en termes peut-être de coûts pour recruter, en termes aussi peut-être de peut-être faire un peu moins de publicité. C'est quoi les impacts en termes de conséquences financières, de conséquences chiffrées? Alors les impacts business, ils sont court terme, moyen terme et long terme. Et moi, je pense qu'il faut toujours regarder ça. Aujourd'hui, on doit analyser la performance avec des nouvelles lunettes, quoi. Si tu regardes l'impact très court terme de notre boycott du Black Friday en 2017, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'on a perdu le meilleur jour du e-commerce. Et donc, à court terme, c'est pas une bonne décision. Par contre, si tu regardes l'impact moyen terme, c'est-à-dire, 1 an plus tard sur, la notoriété de la CAMIF et sur, la reconnaissance par les consommateurs de son engagement sur la consommation responsable, et la production locale et le développement durable. On est passé numéro 1 très très loin devant tous les autres sur cette perception par le consommateur de cet engagement-là. Et pour nous, ça a une valeur énorme parce que ça nous permet d'attirer des nouveaux clients. Je vois pendant la crise du Covid, nous, on a connu des croissances extrêmement fortes. C'est-à-dire que sur le mois de mai, on a fait x3 de chiffre d'affaires. Sur le mois de juin, on a fait x2 de chiffre d'affaires. C'est considérable. Et si on a fait ces croissances très fortes, c'est parce qu'on est perçu comme la marque la plus engagée dans notre secteur, qu'on coïncide avec des aspirations profondes de changement et de passage à l'acte de consommateurs qui disent OK, on a perçu bien les limites, puis il y a eu le déclencheur avec la Covid qui nous montre vraiment les limites de notre modèle où on dépend à 90% pour tous les médicaments de la Chine, alors qu'on a encore tous les savoir-faire et même des industriels en France. Nous, on travaille avec plus de 100 fabricants français qui sont sur le territoire, qui maintiennent des emplois sur le territoire, qui maintiennent des savoir-faire, des métiers, et ça représente 73% de notre chiffre d'affaires. Donc,
Ça, c'est assez concret. Mais alors, évidemment, sur le long terme et sur notre capacité à recruter des nouveaux clients, c'est très bénéfique. Si je regardais que sur le court terme, et bah, ce serait pas très bon. Et puis, si je regarde pas que la valeur économique, mais que je regarde également la valeur sociale et environnementale, eh ben, là aussi, c'est excellent parce qu'on a fait passer un message. Ce jour-là, quand on a refusé de faire ce Black Friday en 2017, on était la première marque, la seule marque à faire ça en France, à aller jusqu'au bout, hein, parce que quand tu fermes ton site, c'est quand même assez radical comme position. Ça a créé des tensions d'ailleurs en interne, parce que tout le monde n'était pas totalement à l'aise avec cette posture très radicale, ni mes actionnaires, ni une partie de mes collaborateurs. Mais 2 ans plus tard, quand en 2018 on refait le boycott et qu'en 2019 on s'aperçoit qu'il y a 1000 sites e-commerce qui nous suivent et qui boycottent le Black Friday, on se dit on a réussi là. On a réussi à faire passer un message qu'il y a un modèle peut-être différent que celui de la surconsommation qui nous emmène droit dans le mur, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des sites e-commerce qui pourtant vendent des produits, voilà, et dont c'est l'objet social principal, c'est de vendre des produits, bah, qui boycottent le Black Friday parce qu'ils comprennent que là, ça nous emmène dans le mur et qu'en fait, le modèle qu'ils défendent, c'est un modèle d'une production locale, plus raisonnée, d'une consommation plus raisonnée, où on doit se poser peut-être davantage de questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'où ça vient? Comment c'est fabriqué? Dans quelles conditions sociales? Dans quelles conditions environnementales? Est-ce que ça respecte mon éthique? Voilà, et est-ce que j'ai envie de soutenir ça, en fait? Tu vois, je pense que là, l'impact, il est énorme, en fait. Parce que quand tu passes de un site qui boycotte à 1000 en 3 ans, c'est pas mal. Voilà, alors, sur la résilience qu'on connaît là, sur notre modèle d'entreprise à mission, pendant la crise, qu'on a traversée, où on a quand même vécu collectivement une expérience, complètement unique dans l'histoire de l'humanité et on a aussi vécu une expérience unique de déconsommation massive. On aurait pu se dire, les chiffres vont s'effondrer, les gens arrêtent d'acheter et cetera, ils sont reclus chez eux. Bah, en fait, pas du tout. Les gens ont acheté beaucoup moins, oui, mais beaucoup moins de produits superflus. Ils n'ont pas acheté une paire de pompes par semaine, comme d'habitude, ou ils ont acheté moins de produits pas vraiment utiles. Et ils ont fait plus attention à eux-mêmes, plus attention à leurs proches, plus attention à leur intérieur. Et puis, finalement, nous, on a des très, très belles performances parce que bah, on vend des produits utiles, on vend des produits durables, on vend des produits de qualité, on vend des produits fabriqués près de chez vous. Et ça touche le consommateur. Et donc, la résilience du modèle d'entreprise à mission fait que 3 ans après avoir boycotté le Black Friday, je suis fier et je suis toujours aussi fier, mais je suis surtout heureux de l'avoir fait. Et je me dis, bah, le renoncement qu'on a fait en 2017, c'est le profit d'aujourd'hui. Parce que cette croissance, en plus, elle est rentable. Donc, les renoncements d'aujourd'hui, parce qu'on le voit hein, dans les modèles d'entreprise à mission, quand tu as défini ta raison d'être, quand tu l'as traduite en engagement, il y a un petit tiraillement entre ta pratique d'aujourd'hui, du moment, et puis ce que tu écris ou les engagements que tu prends. Et cette tension un peu créative qui se passe, elle met en mouvement l'entreprise, mais parfois, il y a des injonctions contradictoires. Pour nous, le Black Friday, c'était une très forte injonction contradictoire entre l'exigence du court terme et celle du long terme. Mais ces injonctions contradictoires, se résolvent par un changement de lunettes et par le temps. C'est-à-dire que la performance ne peut pas s'apprécier à 3 mois, elle doit s'apprécier sur 3 ans et elle ne peut pas s'apprécier que sur le plan économique, mais elle doit s'apprécier sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et là, à partir de là où tu changes de lunettes, tu vois à 3 ans et tu regardes pas que la performance économique, et ben là tu te dis oui, ça c'est ces mesures, en fait, elles nous permettent d'être extrêmement résilients. Je rappelle qu'on est dans un marché, le e-commerce, qui est très peu compétitif. Hein, tu le sais, disons qu'entre Amazon, Alibaba et tous les autres, si on existe encore 11 ans après la relance, c'est que tout ce qu'on a fait pour rendre notre modèle économique singulier, différenciant, se traduit bien sûr en capacité de résilience et en performance. Voilà. Et en triple performance. Et après, ce qui est aussi très chouette à voir, c'est à quel point c'est un levier d'engagement et en termes de culture d'entreprise, c'est d'avoir une mission claire, des engagements qui sont clairs, c'est extrêmement éclairant pour chacun. Et moi, en tant que leader, ça change complètement ma posture, ça change le rôle des managers, parce qu'on n'est plus là pour dire ce qu'il faut faire. C'est les mieux placés pour traduire cette mission, ces engagements dans le projet de l'entreprise sont nos propres collaborateurs. Et donc après, notre rôle, c'est de nous effacer
d'abandonner le pouvoir. Par contre, de rappeler régulièrement la mission, nos engagements et peut-être de faire des pas de côté de temps en temps. Moi, je dis souvent, hein, PDG, ça veut dire prof de gym. Donc, il faut mettre en mouvement son entreprise. Et dans notre culture d'entreprise, donc nous, on dit à nos banquiers qu'on nous rencontre, on est triple A. C'est les trois lettres de notre culture d'entreprise. Le premier A, c'est l'audace entrepreneuriale, c'est l'audace d'aller au bout de la radicalité de notre projet. Le deuxième A, c'est l'agilité, et on a vraiment fait preuve de ça pendant cette crise Covid. Ça a été assez impressionnant dans l'équipe, comment les choses se sont mises en place en télétravail, etc. En ce moment, comment on adapte nos modes de travail à la généralisation du télétravail, par exemple. Et le dernier A, c'est l'attention. Et l'attention qu'on porte à nous-mêmes, mais aussi l'attention qu'on porte du coup aux autres, et l'attention qu'on porte au sujet de la planète, quoi. Voilà. Et ces valeurs-là, elles sont ancrées. Voilà, et quand tu as des valeurs qui sont bien posées, que la mission est claire, après, le rôle du manager est très, très simplifié, on va dire. Donc, le manager est libéré, tu vois. On parle souvent d'entreprise libérée, ben, moi, je pense que c'est le manager qui est libéré, là. Ouais, c'est super. Et je crois que vous avez même été encore un degré plus loin en interne pour appliquer cette cohérence un peu partout. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, la façon dont vous faites les budgets en interne, la façon dont vous faites les entretiens d'évaluation en interne? Je crois que vous avez des techniques un petit peu particulières. Mmh. Oui, alors on s'interdit rien, tu vois? Je pense que c'est une des choses d'ailleurs que j'ai expérimenté dès le démarrage. C'est-à-dire que quand j'ai repris en 2009, j'avais des personnes qui avaient 20 ans de boîte à la Camif, qui avaient une culture d'entreprise très pyramidale, très grosse boîte, et cetera. Et 1 an plus tard, malgré, le mode, vraiment, start-up dans lequel on s'était inscrit, en mode projet et puis, le bouillonnement un peu de partout, le fait qu'il y ait pas de cloison parce qu'on est dans un grand, espace ouvert, et cetera. Moi, je pensais que naturellement les gens adopteraient une culture entrepreneuriale. Ça n'a pas été le cas. Ça a été ma première difficulté d'ailleurs, et j'ai fait, vivre une expérience à tous, en accueillant une artiste dans l'entreprise pendant 3 mois. Une artiste qui s'appelle Anne-Laure Maison, qui en plus avait un nom prédestiné pour travailler avec nous, qui travaille sur le sujet de la maison en plus. Et une des choses qui était marquante, c'est qu'elle a partagé notre quotidien et tous les jours, elle faisait quelque chose. Un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains, donc c'est amusant. Les gens ont été la voir tout de suite en disant: mais est-ce que tu as demandé l'autorisation à Emery? Bah non, je ne vais pas demander l'autorisation. On est donc dans une entreprise où on peut prendre des initiatives sans demander de l'autorisation. Oui, tout à fait, c'est ça une culture entrepreneuriale. Et une des œuvres, moi, qui m'a beaucoup marqué en tant que manager, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Donc, elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait, qu'elle allait parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Progressivement, l'entreprise, c'est comme ça, tissée de toutes ces bandes roses. Et ça m'a mis beaucoup sur la voie de l'importance du lien dans l'entreprise. Et la plus forte valeur d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. C'est ça la vraie richesse d'une entreprise. Et donc, le lien, quand il est fort entre les collaborateurs, alors il y a de la confiance. Et quand il y a de la confiance, qu'il y a de la transparence, ça, c'est aussi des choses très importantes dans la culture d'entreprise. On est très transparent. On a un point du mardi, tous les mardis, où on partage toute la vie de l'entreprise, son activité, son actualité, l'accueil des nouveaux, etc. Et toute personne qui veut venir présenter quelque chose, parler d'un projet ou proposer une initiative peut le faire. Et donc là, de ce point du mardi, qui est notre rendez-vous hebdomadaire, sont nées un certain nombre d'initiatives originales en termes de management. Je parlais du budget collaboratif. Donc un jour, je suis venu proposer au point du mardi en 2015 qu'il y ait des volontaires qui puissent se saisir de l'exercice budgétaire, que ce n'était pas uniquement aux managers de faire ça. Et on a eu 15 volontaires, on en a eu 9, et ensuite on a accompagné ces 9 personnes pendant 3 mois pour qu'elles réalisent entièrement l'exercice budgétaire. Ils ont choisi les projets de l'entreprise, ce sur quoi on allait travailler, et ils ont commencé à chiffrer tout ça. Ils ont présenté le budget à toute l'entreprise, et ils ont présenté le budget aussi au comité stratégique, qui équivalent du conseil d'administration avec les actionnaires. Et si tu veux, c'est un très très bel exercice parce qu'ils se sont vraiment appropriés le projet, ils ont traduit au mieux, et ils ont tout vu, hein, l'augmentation, le salaire, les projets stratégiques sur lesquels on investit. Et bon, bah, un jour, quelqu'un vient nous voir au point du mardi, il dit à tout le monde, bah, voilà, moi je suis à la comptabilité, j'ouvre le courrier, toutes les semaines c'est mon job, enfin, ça fait partie de mes missions qu'on m'a demandé de faire gentiment, j'accepte de le faire, mais c'est pas passionnant, et puis je pense que c'est pas complètement dans mes missions à la comptabilité. Donc,
je propose qu'on fasse l'ouverture du courrier de manière tournante et chaque semaine, il y a une table différente de l'entreprise qui ouvre le courrier. Cette mesure a été adoptée du jour au lendemain. Moi, personnellement, en tant que manager ou dirigeant, j'aurais jamais pu appliquer une telle mesure. Mais parce qu'elle est venue des collaborateurs eux-mêmes et elle a été assez justement apportée, bah, tout le monde s'en est saisi. Et quand on fait nos entretiens annuels que tu as évoqués, qu'on fait sous forme de balade, parce que pour nous, l'entretien en face à face, dans un petit bureau fermé, c'était juste insupportable. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, on doit reformer un moment agréable qu'on passe ensemble. Comme on a la chance d'être aux portes du Marais Poitevin, bah, c'est ce qu'on a fait. On part se balader et ça change beaucoup de choses parce que quand on se balade, d'abord, on n'est plus face à face, on est côte à côte. Et ça illustre très, très bien pour moi la vision que j'ai du rôle de manager. C'est plus d'être en face pour te juger ou de te donner des ordres, c'est d'être à côté de toi pour t'aider à progresser. Puis tu es plus statique parce que tu marches. Donc, tu es dans cette démarche de marcher. Et quand tu marches, tu avances, tu progresses et tu prends ta respiration, tu prends ton souffle, tu parles mieux, tu peux marquer plus de silence quand tu croises des marcheurs ou des, ou des gens qui font du jogging, etc. Et on passe un super bon moment. Alors qu'avant, objectivement, tout le monde, c'était un peu le pain sobre de l'entretien annuel. Là, tu vois, la semaine dernière, j'étais à New York, j'ai fait mon entretien balade le long de la Sèvre avec Pierre, mon directeur marketing, et on a passé une super balade, ça a duré 2 heures et demie. C'était formidable. On s'est dit les choses de manière très, très juste, on s'est écouté, on s'est bien parlé, voilà. Et donc, tu vois, dans l'entreprise, c'est ça la culture, c'est qu'on s'interdit rien, on se fait confiance parce qu'il y a du lien qui est assez fort. On est très clair sur pourquoi on est ensemble et c'est quoi ce projet collectif que porte la CAMIF, parce qu'on a cette mission. Et du coup, ça libère beaucoup les initiatives. Alors, parfois, c'est des petites choses. On peut se dire le courrier tournant, ok, c'est un petit truc, mais tout ça, ça met en mouvement l'entreprise. Donc, ça participe aussi de l'agilité de l'organisation. Voilà, et le fait que les collaborateurs sachent qu'ils peuvent venir à tout moment proposer quelque chose et que si, a priori, tout le monde est d'accord, bah, on va le faire, c'est assez génial aussi. Voilà, je pense que c'est une culture d'entreprise, ça c'est pas sur le papier, hein, c'est que ça doit se vivre et puis c'est les collaborateurs qui s'en saisissent. Les choses se font pas du jour au lendemain, hein. Il faut pas croire que tout ça, on l'avait, et on peut le décréter. C'est des choses qui se font au fur et à mesure, qui prennent du temps et qui requièrent un certain nombre de fondamentaux, la confiance, le lien, la clarté du projet avec la mission. Et à partir du moment où on a réuni un peu tous ces ingrédients, et qu'on a du plaisir à se retrouver dans le projet, bah, là, ça devient formidable. Ça devient formidable pour tout le monde. Pour le dirigeant que je suis, c'est génial. Pour les managers, c'est chouette aussi. Pour les collaborateurs, évidemment, bah, ils ont une entreprise dans laquelle il se passe des choses et où ils sont vraiment acteurs du projet. Et pour la performance, évidemment, de l'entreprise, ça se traduit très nettement dans notre capacité à attirer des talents, d'en retenir les gens. Voilà. Et après, ça plaît pas forcément à tout le monde non plus, parce que voilà, la transparence, parfois, ça peut être déstabilisant. Quand au point du mardi, tu annonces des mauvais chiffres, alors les gens peuvent être un peu en panique, mais voilà, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Ouais, et puis ce que j'avais entendu dire une fois, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc Ouais. tout ce travail incessant de rappeler la culture, rappeler la raison d'être, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que les équipes sont emparées complètement et vivent cette culture d'entreprise elles-mêmes? Est-ce que ça libère aussi le management et la direction? Ouais, ouais, absolument, hein, c'est ce que je te disais. Après, il faut jamais croire que c'est acquis. Ça n'est jamais acquis. C'est toujours à construire. Parce que d'abord, les équipes grandissent. Là, tu vois, depuis 3 mois, on a recruté une vingtaine de personnes. Bah, les nouveaux qui arrivent, il faut leur apporter des preuves hein, de cette culture. Ils n'achètent pas en disant ah oui, on m'a dit que c'est comme ça. Non, il faut qu'ils le vivent. Il faut qu'ils s'en saisissent. Il faut qu'ils la comprennent. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Et c'est le rôle du manager, c'est le rôle du leader d'incarner et de répéter régulièrement, souvent, et d'apporter des preuves concrètes de ses valeurs, de ses engagements, parce que on ne fait pas confiance par défaut. Voilà, comme je le dis, oui, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Donc, il faut être vigilant. Puis c'est ça qui rend le projet aussi chouette, c'est que même quand tu as fait le travail qu'on a mené, hein, qui nous a pris finalement en gros 4 ans entre l'expression de la raison d'être, la traduction de cette raison d'être en engagement, la communication de cette raison d'être, de ces engagements à l'intérieur de l'entreprise,
Tu vois, dans l'entreprise, tu arrives, tu as la raison d'être qui est affichée. Dans le guide d'accueil, tu as cette raison d'être. Tu as des manifestes avec les engagements. Dans nos supports de présentation, on a toujours le rappel de la mission. Dans le début des réunions, on parle de ça aussi. Donc c'est présent, c'est très présent. Mais c'est nécessaire parce qu'il faut le rappeler, il faut le rappeler régulièrement. Voilà. Donc c'est un travail en progression continue parce qu'une fois que tu as fait ce travail de poser ta raison de tes engagements, tu n'es pas au bout du chemin. C'est-à-dire que le chemin, à la limite, presque ça démarre à ce moment-là, en fait. Hein. Et donc, il faut continuer à apporter les preuves. Là, on travaille avec nos chefs de produits qui sont d'ailleurs en train de changer de métier parce qu'ils passent de chef de produit où ils faisaient un job de sélection de produits de qualité fabriqués localement dans le respect du développement durable, mais issus de catalogues existants de fabricants français avec lesquels on travaille, à chef de projet où là on parle de produits complètement originaux, où il faut piloter des projets avec des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants. C'est un changement de métier. S'ils acceptent ce changement de métier, c'est parce qu'ils comprennent le sens et qu'ils partagent l'intérêt de le faire et qui voient que ça crée de la valeur pour l'entreprise et donc pour eux. Hein. Donc c'est toujours work in progress et ça s'arrête jamais. Et c'est pas quand on a défini sa mission qu'on peut dire c'est bon, on peut se reposer un peu sur le. Non, non, on se repose jamais. Il faut toujours être prof de gym, toujours être en mouvement. Et alors, Camille, vous avez été une des premières entreprises en France à être certifiée B Corp. Tu as été évidemment l'un des pionniers aussi de l'entreprise à mission. Mais est-ce que tu penses que cette démarche s'applique à toute entreprise? Alors là, non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne prend pas ce chemin de l'entreprise contributive, quelle que soit sa forme, hein, ça peut être, tu peux trouver plein de façons de faire progresser ton entreprise sur les sujets, les enjeux sociaux, environnementaux. Il se trouve qu'en France, on a la chance aujourd'hui d'avoir une loi qui est la loi Pacte, d'avoir un cadre dans cette loi qui est assez clairement défini, c'est la société à mission, et que cette société à mission, elle dit quoi? Elle dit dans tes statuts, tu mettras une mission qui a un impact social et environnemental positif, ce qui permettra d'obtenir l'engagement des actionnaires de mettre au même niveau les enjeux sociaux, environnementaux et les enjeux économiques. Et ça, c'est très important parce que ça donne beaucoup de liberté ensuite aux dirigeants pour pouvoir traduire ça dans le modèle économique de l'entreprise. Et la loi PAC dit qu'après, tu dois aussi mettre un comité de mission en place pour pouvoir évaluer comment l'entreprise agit au regard de ses engagements. Et donc que tu puisses aussi te mettre dans ce processus d'évaluation régulière qui permette de faire progresser l'entreprise. Et quand l'entreprise progresse sur son profil d'impact social et environnemental, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tu t'aperçois qu'elle progresse aussi sur le profil économique. Et donc, il y a une corrélation aujourd'hui directe entre utilité pour la société et impact, on va dire, et performance économique. On n'a qu'à regarder quelques entreprises. Pendant la crise, les grands fonds d'investissement ont fait des études sur les performances pendant la crise et ils ont pu relever que les entreprises qui avaient la meilleure performance extra-financière globale, ce que mesure par exemple un référentiel comme B Corp, puisqu'on est B Corp depuis 2015, eh bien, avaient surperformé en bourse par rapport aux autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas complètement étonnant. Aujourd'hui, regardons les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent plus rentrer chez Philippe Morris pour avoir des clubs gratuites. Philippe Morris doit payer beaucoup plus cher pour attirer des gens chez eux. Quand je parle de Philippe Morris, je parle de Total, je parle de toutes ces grosses boîtes, Bayer, Monsanto, etc. Ils doivent payer sans doute beaucoup plus cher leur masse salariale qu'une entreprise qui fait sens et qui attire, pas uniquement sur le salaire, mais sur le sens. Et donc, forcément, quand tu as des difficultés à attirer des talents et qu'en plus tu dois les payer plus cher, ça a un impact sur ta performance économique, déjà aujourd'hui. Après, je pense que si les actionnaires de Bayer avaient appelé mon fils Pierre de 16 ans en leur demandant s'il fallait qu'ils achètent Monsanto, probablement que Pierre aurait dit mais vous êtes des fous. Ils l'ont pas fait malheureusement et ils ont perdu trois quarts de leur valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une corrélation, elle est déjà existante. Peut-être que tout le monde ne la voit pas encore, mais je le vois moi pour discuter avec des fonds d'investissement et pour avoir également une autre casquette, puisque je préside l'association de la communauté des entreprises à mission qu'on a créée pour justement accompagner les dirigeants sur ce chemin qui est long, leur permettre d'avoir un cadre d'échange, de partage entre pairs et de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques.
Dans la communauté des entreprises à mission, aujourd'hui, les gens sont tous effectivement assez convaincus qu'il faut se bouger sur ce sujet-là et que c'est un facteur de performance. Et ça, c'est plutôt un signal assez positif parce que les fonds d'investissement eux-mêmes demandent plus de comptes sur la performance extra-financière avant d'investir dans une participation. Ça montre bien qu'ils ont compris qu'il y avait un lien. Voilà, et je pense qu'un dirigeant aujourd'hui qui ne prend pas ce chemin-là, quelle que soit sa forme d'entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son statut, quelle que soit l'ancienneté de l'entreprise, que ce soit une start-up, une grosse boîte, une ETI, dans le secteur de l'industrie, des services, du e-commerce, peu importe. Celui qui ne se pose pas la question du sens qu'on veut donner au projet et de l'utilité du projet pour la société par rapport aux grands enjeux. On a une feuille de route mondiale avec les 17 objectifs de développement durable, on peut s'en saisir, voir comment l'entreprise peut adresser un certain nombre de ces enjeux-là. Et ben, ce chef d'entreprise-là, il ne fait pas son job. Hein. Donc, il faut que, et on a besoin de façon de la mobilisation d'un maximum de dirigeants, parce que le dirigeant est la clé de voûte du changement de l'entreprise, de la transition de nos entreprises vers des entreprises contributives, c'est-à-dire des entreprises qui contribuent à un monde soutenable. Voilà, et quand on a compris qu'en fait, il y a une réconciliation et qu'il y a un modèle non seulement possible et triplement plus performant que les autres quand on allie un impact social, environnemental et performance économique, bah, après, je dirais, il faut se bouger parce qu'il faut le mettre en œuvre. Hein. Je ne dis pas que c'est simple à mettre en œuvre et que ça se fait du jour au lendemain. Ça, c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps. Tu vois, donc 2 ans et demi pour juste sortir les 2 phrases qui sont constituées de notre raison d'être, mais ces 2 ans et demi, ils ont été super riches parce qu'on s'est nourri vraiment des échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs. Ça nous a permis de mieux comprendre quelle était la création de valeur perçue par chacune des parties prenantes. Parce que même si une société, on peut dire qu'elle appartient à ses actionnaires, une entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires. Une entreprise, c'est un projet collectif. Il appartient à toutes ses parties prenantes. Tu enlèves une lettre du mot CAMIF, bah, ça ne veut rien dire, ça ne tient plus. On a besoin de nos clients, on a besoin des actionnaires, on a besoin du monde qui entoure l'entreprise, on a besoin de l'intérieur de l'entreprise, nos collaborateurs, on a besoin de nos fournisseurs pour faire projet d'entreprise. Et donc, on a besoin pour les engager que chacun perçoive la création de valeur qui leur est apportée par le projet. Et cette création de valeur, elle peut être d'ordre financier, mais elle peut être aussi d'ordre social, environnemental, sociétal. Et donc, c'est ça qui va renforcer, va nourrir le projet, va renforcer sa performance et sa résilience. Parce que je dis souvent à mes banquiers qui se trompent en regardant uniquement les bidas. Parce que si tu prends 2 entreprises qui ont strictement le même bilan, le jour où il y a une crise qui arrive, bah, il y en a une qui va passer la crise, l'autre pas. Alors on va dire c'est bizarre, pourtant ils avaient les mêmes bilans, les mêmes fonds propres, le même chiffre d'affaires, le même EBITDA depuis des années. Mais oui, mais il y en avait une qui avait su créer du lien avec ses parties prenantes, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, qui n'avait pas écrasé les marges de ses fournisseurs pour arriver à ce résultat-là. Et ben, celle-là, elle va passer la crise. Tout le monde a envie qu'elle s'en sorte. Alors que l'autre, qui a de manière structurée et permanente mis la pression à tout le monde pour sortir ce même résultat, bah, elle ne va pas passer la crise parce que le jour où la crise arrive et que trop dur, tout le monde va abandonner, va quitter le navire. Et pourtant, si je suis banquier et je regarde ces 2 entreprises, sur le papier, elles se ressemblent beaucoup. Sauf qu'il y a une valeur immatérielle considérable qui est dans la qualité du lien, dans la qualité du projet, dans la valeur extra-financière qui est perçue par les parties prenantes. Voilà. Donc, non, je suis persuadé que toutes les entreprises doivent s'y mettre. C'est une question pour un dirigeant, ce n'est même pas une question, c'est une sorte d'obligation. Ça fait partie des bonnes conduites, une bonne gestion, on va dire. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je trouve que c'est un magnifique exemple montrant qu'il est possible de réconcilier business et impact, comme tu l'as dit, que c'est pas du tout incompatible, c'est au contraire aujourd'hui un impératif et que les deux se nourrissent l'un de l'autre. Voilà, et c'est aussi remarquable la déclinaison que vous avez faite de la mission, de la raison d'être dans la proposition de valeur. On sent qu'il y a vraiment une déclinaison, une cohérence complète. C'est aussi dans les actions, le Black Friday, tu en as parlé. C'est dans la différenciation que vous avez créée avec des produits exclusifs, avec une attractivité des clients. Donc, c'est avoir pu mettre
cette mission au cœur de l'offre, au cœur du management, au cœur de l'interne de l'entreprise. Et finalement, donc, ça a été une réinvention quasiment progressivement en 10 ans de l'ensemble des départements de l'entreprise et qui a créé non seulement de la performance, mais de la résilience. Donc, c'est formidable. Donc, Emery, un grand merci de ton témoignage. Vraiment, j'ai passé un moment formidable. Merci Patrick. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous donne rendez-vous pour nos prochains épisodes. À très bientôt. Au revoir.